Moi, il y a un conseil que je donne toujours à tout le monde, que ce soit une petite entreprise ou une grande, mais c'est d'autant plus vrai pour une petite, c'est il faut absolument commencer par le content marketing, le marketing de contenu. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Picouret, consultant en social media. Et Julien Bréal, formateur et consultant en acquisition de clients sur Internet. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expertise. La première question, c'est est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur toi, sur ton histoire, ce que tu fais actuellement. Je sais que tu as passé beaucoup de temps en Asie, je ne sais pas si tu y es encore. Alors j'ai un parcours en fait un peu atypique, Ouais. dans le sens où j'avais toujours rêvé de visiter l'Asie, et le jour de mes 20 ans, j'ai eu une opportunité j'ai eu le tilt, et je me suis dit c'est bon, je lâche la France, je vais voir ce qui se passe là-bas. J'ai cherché une université et je suis parti tout seul un peu à l'aventure. Okay. Pour faire une maîtrise de e-commerce à Hong Kong. Et du coup, j'ai fait des études en accéléré. C'était un programme qui était censé durer 3 ans, que j'ai fait en 1 an et demi, parce que l'air de rien, ça coûte cher la vie à Hong Kong, et si tu travailles pas, tu as du mal à payer le loyer. Mm-hmm. Et puis en fait, la ville, je suis tombé amoureux de la ville, et 1 an, c'est devenu 2, puis 3, puis 5, puis 8, puis 9, et puis je suis resté 9 ans là-haut, et je suis rentré en fait assez récemment en France. Et je disais un parcours un peu atypique parce qu'après ces études de e-commerce, en fait, j'ai beaucoup changé d'industrie. J'ai commencé à bosser dans les jouets, puis je suis passé dans les produits médicaux, les produits d'entretien, les produits pour animaux de compagnie. J'ai fait de la logistique, j'ai bossé dans l'hôtellerie, j'ai bossé dans le service client. Enfin, j'ai fait pas mal d'industries différentes, mais toujours avec le même angle. Le même angle marketing. Et même au sein des groupes marketing, j'ai eu des spécialités assez différentes. J'ai commencé dans le marketing très web, dans le sens développement web, développement de sites, développement de plateformes, etc. J'ai eu une grosse partie qui était dans l'événementiel, participation à ce qu'on appelle des trade shows, des salons, des foires expo, organisation de ce type d'événements. Et puis, j'ai eu une grosse partie service client, dans le sens où le marketing, c'est toujours un peu à la croisée des chemins entre la communication verticale et la communication horizontale. Donc, on est toujours un peu plus service client. Et là, récemment, j'ai pu creuser un peu plus profondément de ce côté-là. Et puis, tout au long de ces 10 dernières années, toujours le bloc essentiel que toute personne en marketing à notre époque est censée avoir, c'est le marketing digital, le SEO, le SEM, les concepts de longue traîne, les concepts de mots-clés, les concepts de social media, etc. Donc voilà, c'est un peu mon parcours un peu atypique, ponctué de quelques grosses réussites et puis de quelques belles claques également. Notamment, j'ai créé mon entreprise en 2015, spécialisé dans l'événementiel, une espèce de logiciel événementiel permettant aux entreprises d'organiser leur salon efficacement et de maximiser leur retour sur investissement. J'ai d'ailleurs sorti un livre en 2017 sur ce même concept, comment maximiser mon retour sur investissement quand je participe à un salon. Et puis voilà, donc ça c'est un peu une vue assez rapide de ces 10 dernières années de la France à Hong Kong et puis retour en France. Et on parle beaucoup du fait que pour parler un peu de la Chine, que la Chine est en avance par rapport au reste du monde. Si on prend des sujets comme WeChat, beaucoup disent que finalement la roadmap de Facebook Messenger, c'est une copie de ce que fait WeChat. Alors, moi, de mes expériences, je vois en fait deux continents, ouais, qui sont souvent pointés du doigt parce qu'on a l'impression qu'ils sont en retard ou qu'ils font les choses différemment, et qui en fait sont vachement en avance. Il y a d'une part l'Afrique. Ouais. L'Afrique, on a toujours l'impression que c'est le tiers-monde, qu'ils n'avancent pas. Mais en réalité, sur beaucoup de sujets, ils sont très en avance sur nous.
notamment le mobile banking, le fait de pouvoir faire des paiements en ligne. Nous, on commence à se comprendre avec Orange Bank, avec Hello Bank, avec Monabank, etc. On peut faire du paiement en ligne avec un mobile, j'entends. Mais eux, ils font ça déjà depuis plusieurs années. On commence à se rendre compte qu'il y a des vraies tendances sur le messaging, qu'il y a des vraies tendances sur les apps, etc. En France, mais eux, ça fait 10 ans qu'ils ont ça. Donc, premier continent qu'on regarde pas suffisamment forcément et qui en fait est bien en avance sur beaucoup de points, c'est l'Afrique. Et le deuxième, je vais appeler continent. En réalité, c'est un pays, mais quand on regarde bien, c'est presque un continent à lui tout seul. C'est effectivement la Chine. Et WeChat, si on essayait de comparer Messenger à WeChat, on aurait 20 ans de retard avec Messenger. C'est même pas comparable aujourd'hui. Première chose, il faut faire une vraie distinction entre ce qu'on appelle WeChat dans les pays occidentaux et ce qu'eux appellent Weibo en Chine. Le même logo, le même concept, sauf que l'application Weibo, c'est l'application faite pour la Chine, qui n'est pas disponible en dehors de la Chine, et qui a 1 million d'options de plus que ce qu'on peut avoir sur la version WeChat qu'on télécharge sur son téléphone en France. Si on parle de Weibo, quand ils se sont développés il y a, je sais plus, ça doit faire 10-15 ans, je n'ai pas les dates en tête, quand ils ont commencé à se développer, effectivement une application de messaging. Donc, c'était du WhatsApp, c'était du Messenger. Mais avec en plus la possibilité d'avoir un espèce de petit blog, fil à côté qui permet de présenter ses news. Aujourd'hui, Weibo, c'est du messaging, c'est du Twitter, c'est du blog. C'est la possibilité pour les entreprises d'avoir une page d'entreprise. C'est la possibilité pour les clients d'effectuer des achats en ligne. C'est la possibilité pour les clients de payer en ligne via l'application WeChat. C'est la possibilité pour les utilisateurs de se transférer de l'argent l'un à l'autre, de faire des échanges d'argent entre amis, de faire ce genre de choses. C'est la possibilité de réserver un taxi, un car, un van directement en ligne. Si on veut regarder Weibo aujourd'hui, c'est l'ensemble de toutes les apps utilisées au quotidien par les Français dans une seule app. C'est comme si c'était tout un système Android ou iOS à lui tout seul à l'intérieur du téléphone. Donc c'est vraiment, on est à des années-lumière de ce que fait Messenger aujourd'hui. Ils prennent cette direction, mais on en est encore très très loin. Et ok, ouais, c'est une sorte d'internet dans l'internet, quoi. Exactement, c'est ça. Là où ça devient très important, là où je pense que ça va être très difficile d'exporter ce concept, c'est que ça marche en Chine parce que les Chinois sont un petit peu chauvins dans le sens où ils préfèrent toujours utiliser quelque chose qui a été développé chez eux plutôt que d'importer une technologie externe. Donc c'est pour ça que Google n'a jamais fonctionné là-haut, c'est pour ça que même quand LinkedIn se lance en Chine, ils sont obligés de passer par une société chinoise qui va accoler le logo LinkedIn dessus. C'est pour ça qu'il y a tant de difficultés, c'est vraiment un monde à part. Mais quand on regarde Weibo, on se rend compte que un aspect essentiel, c'est que c'est complètement contrôlé par le gouvernement chinois qui peut se permettre d'avoir un œil sur tout ce qui se passe, de lire un petit peu les mots-clés et puis de sauter dans la conversation si les choses ne se passent pas comme il faut. Donc ça, c'est le genre de choses qui, aujourd'hui, en tout cas, ne pourraient pas fonctionner à l'extérieur de la Chine. Et donc qui rajoute un frein supplémentaire au développement technologique qu'on pourrait avoir de ce point de vue-là, mais qui n'est pas du tout un frein en Chine et qui explique un développement à une vitesse hallucinante, complètement supporté par le gouvernement. Ok. De ton expérience, de ce que tu as vu en Chine sur le digital, c'est quoi est-ce qu'on parlait de retard par rapport à Messenger et en effet là-dessus, je crois qu'on est d'accord. Je me rends pas compte n'ayant pas du tout vécu ou même je suis pas parti encore en Chine, mais de ce que je lis, une application comme WeChat est assez impressionnante. Mais de façon plus large, c'est quoi les tendances que tu as vues en ce moment, enfin de ce que tu as vécu avant de partir, les tendances que tu as vues en Chine sur les trucs en ce moment, sur le digital qui marche bien? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que moi, je ne suis pas du tout expert sur la Chine en particulier, pour une raison très simple, c'est que Hong Kong, quand bien même ça fait partie de la Chine, c'est un gouvernement à part qui n'est pas régulé par le gouvernement chinois. Donc c'est beaucoup plus occidental. Et ça ne tombe pas sous le joug des régulations chinoises. On n'utilise pas Weibo, WeChat,
Donc on fait vraiment partie du monde occidental en Hong Kong. Donc moi je suis beaucoup plus spécialisé dans tous les marchés sur lesquels j'ai travaillé, à savoir des choses comme Hong Kong, Singapour, Taïwan, Bangkok, un peu l'Indonésie, un peu la Malaisie, Macao, etc. Beaucoup plus que la Chine même, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un continent à part et qui requiert d'avoir des experts sur place. D'ailleurs, je te recommande fortement pour tes interviews de discuter avec Olivier Véraud, qui est aussi un petit Frenchie qui a décidé de s'expatrier. Ça fait, lui, c'est 2007, donc ça doit faire bientôt 11 ans qu'il est en Chine et qu'il a créé sa propre boîte de marketing qui s'appelle Gentleman Business, je crois. Et qui lui est vraiment spécialisé sur la Chine. Maintenant, du peu que moi je connais, j'ai travaillé un petit peu, mais c'est vraiment pas mon expertise, il y a une différence absolument énorme. Au-delà de Messenger et tout, au-delà de WeChat ou de Weibo, c'est Baidu. Baidu, c'est l'équivalent de Google, mais pour la Chine. Et là où c'est titanesque comme différence, c'est que toutes les règles qu'on s'acharne à apprendre en France ou à l'étranger, pour comprendre le fonctionnement du SEO avec Google, ne s'appliquent pas du tout au fonctionnement SEO de Baidu. Et d'ailleurs, le fonctionnement SEO de Baidu se rapproche beaucoup plus de ce qu'on appellerait aujourd'hui des techniques black hat, des vieilles techniques SEO, keyword stuffing, etc. Celles-ci fonctionnent encore dans leur grande majorité sur du Baidu, alors que les nouvelles techniques un peu propres qu'on essaie de mettre en place en SEO sur Google, c'est-à-dire essayer d'écrire du qui a du sens pour un être humain, pas mettre des mots-clés partout, pas essayer de s'attarder trop sur les métatags, etc. Toutes ces techniques-là qui fonctionnent bien sur Google aujourd'hui ne fonctionnent pas du tout sur Baidu, donc c'est vraiment deux mondes différents. Et la grande tendance aujourd'hui, c'est si je veux entrer sur le marché chinois demain matin, il faut que je me trouve un expert. Ça va être essentiel, parce que toutes mes connaissances n'ont aucune valeur quand j'entre sur ce marché-là. Deux, il va falloir que je crée une filiale là-haut, parce que ce soit du digital ou du brick and mortar, je ne ferai rien sur le territoire chinois sans avoir un pied sur le territoire chinois. Alors c'est important, la proximité est essentielle sur ce territoire-là. Et puis il va falloir que j'accepte de changer mon point de vue. Et ça encore, c'est la même chose qui se passe en Afrique, avec laquelle je bosse pas mal en ce moment avec ma boîte actuelle. Je ne peux pas penser comme un Français et avoir du succès à l'étranger. Il faut que je pense comme les gens étrangers dans leur propre pays. Il faut que je m'adapte à leur culture, que je comprenne leurs besoins locaux. C'est la seule manière de pouvoir avoir du succès dans ce type de pays qui pensent différemment au final. Ok. Est-ce que du coup tu peux nous parler tu expliquais que tout à l'heure tu étais rentré en France, donc est-ce que tu peux expliquer dans quelle boîte tu travailles aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes missions? Oui, absolument. Aujourd'hui, je bosse pour une boîte qui s'appelle Dimelo et qui m'a énormément plu dès le départ parce que c'est la petite start-up française qui a commencé l'air de rien il y a 11-12 ans, qui n'a pas fait trop de vagues et puis qui au fur et à mesure est devenue leader de son marché. Aujourd'hui, Dimelo, c'est une plateforme qui permet aux grandes entreprises, aux grands comptes, de connecter tous leurs canaux digitaux de la relation client de manière à les traiter de manière unifiée. Je donne un exemple très concret. Si j'étais une grande entreprise aujourd'hui et que je recevais des messages de mes clients via Messenger, email, Facebook, Twitter, YouTube et je sais pas, Google Play par exemple, où j'avais un live chat sur mon site web, ce serait un vrai cauchemar de traiter tous ces messages parce que je devrais avoir une boîte mail, je devrais aller sur Facebook, je devrais aller sur Twitter, je devrais aller sur ma plateforme de live chat. Ça demande de nombreuses équipes, ça demande un travail hallucinant et c'est surtout très complexe de croiser les données. C'est-à-dire si j'ai un client qui me contacte sur Twitter et en même temps sur live chat et qui me passe un coup de fil et qui m'envoie un email parce qu'il veut avoir une réponse tout de suite, je ne vais pas pouvoir croiser ces données, je vais devoir faire le travail 4 fois, ça va être 4 équipes différentes qui vont travailler et je ne vais pas avoir d'analytics correct pour voir quels sont les problèmes qui remontent le plus souvent ou comment ils ont été traités. L'avantage de l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui s'appelle donc Dimelo, c'est de pouvoir connecter tous ces canaux à une seule plateforme. Je mets toute mon équipe sur cette plateforme et peu importe le canal utilisé pour répondre, pour faire une demande à l'entreprise, mes agents, mes conseillers de vente vont pouvoir répondre à travers cette plateforme sur tous les canaux différents et tout gérer d'un coup. Et je disais, c'était la belle petite histoire de la petite start-up française qui
qui arrivait un peu l'air de rien et qui a fait un gros succès parce qu'aujourd'hui, cette start-up, elle travaille avec la SNCF, elle travaille avec Orange, avec AXA, elle travaille avec la BNP, elle travaille avec la Banque Populaire, avec la Caisse d'épargne, elle travaille avec plein de grands groupes en France. Et la raison pour laquelle je suis entré là-dedans, c'est que la petite start-up française, aujourd'hui, elle est dans 51 pays à travers le monde. Et donc, il y avait besoin de quelqu'un qui avait une expérience un peu plus internationale. Et c'est là que je rentre dans le jeu et que ça devient particulièrement intéressant. Et du coup, quelles sont tes missions au sein de Dimelo? Alors déjà, la première mission, c'était de me remettre un petit peu à jour sur le service client. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la frontière entre le service client et le marketing est assez poreuse, elle n'est pas toujours très claire. C'est-à-dire les deux services vont se servir des mêmes canaux. Je vais, moi, en tant que marketeur, publier régulièrement sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Quand un message remonte, est-ce que ça tombe sous le joug du marketing? Est-ce que ça tombe dans l'escarcelle du service client? Voilà, ça c'est le genre de questions à bien se poser et à bien définir pour toute entreprise. Donc moi maintenant, mon rôle au sein de Dimelo, c'est m'assurer la promotion de l'entreprise, m'assurer que tout le monde comprenne bien les différents concepts, les différentes tendances, les différentes difficultés du service client en règle générale, de la relation client. Aujourd'hui, les grandes tendances, tu parlais tout à l'heure de Messenger, de plus en plus d'entreprises sont disponibles sur Messenger. Et pourquoi ça devient essentiel? Simplement parce que si tu utilises Messenger en tant que consommateur, tu utilises Messenger 3 heures par jour, 4 heures par jour, tu regardes ton téléphone 25 fois par jour pour voir si tu as reçu des messages, si Messenger c'est ton canal préféré pour discuter avec tes amis, avec ta famille, etc., il devient naturel que tu aies envie de pouvoir contacter les entreprises quand tu as un problème sur ce même canal. Tu n'as très probablement pas envie de changer de canal, de passer sur l'email ou du téléphone si ton habitude au quotidien c'est d'utiliser Messenger. La même chose s'applique à WhatsApp, la même chose s'applique à Viber dans les pays de l'Est, en Afrique, au Middle East, etc. Voilà, l'important des grandes entreprises, c'est de bien comprendre les nouveaux canaux digitaux de la relation client. Et ça, c'est un sacré changement qui commence en interne parce que la digitalisation, ça fait 10 ans que j'en entends parler. Mais elle touche tout, la digitalisation. C'est pas simplement mettre un CRM dans son entreprise, c'est pas simplement avoir un site web, c'est pas simplement mettre en place une plateforme e-commerce, c'est tout un mindset à changer, à adapter, et ça passe entre autres par la relation client digital qui doit s'adapter aux besoins des clients, en fait, là où nos clients nous attendent en fait. Ok. Est-ce que tu vois, tu arrives à sentir quelques tendances en 2018 sur le digital? Alors c'est marrant que tu dis ça, j'ai un article qui a été publié juste avant-hier sur le magazine Relations Client Mag, sur les tendances 2018 de la relation client digitale. Donc, la question se pose à un timing parfait. Moi, je vois 5 grandes tendances. Je disais messaging, mais je réappuie encore une fois. Et encore une fois, c'est messaging en règle générale, pas Messenger forcément. Quand bien même en France, quand on regarde les stats, c'est d'abord Messenger, ensuite WhatsApp, et puis le reste, ça tombe un peu derrière. Mais moi, j'ai plus une vision un peu internationale, et il y a de gros acteurs du Messenger. On parlait du WeChat tout à l'heure. Quand on va dans le sud de l'Asie, c'est peut-être plutôt Line. Quand on remonte dans le nord, c'est peut-être KakaoTalk. Quand on va un peu vers Middle East, ça va être Viber. Il y a plein de gros acteurs du Messenger. Il faut absolument être dessus parce que les grosses entreprises y sont. Et une fois que tu as commandé quelque chose sur Amazon ou que tu as commandé une pizza, peu importe, et que tu as utilisé le messaging pour y arriver, ça crée une habitude dans la tête du consommateur et il s'attend à pouvoir faire le même type d'achat, le même type de conversation avec une entreprise, avec d'autres entreprises. Donc c'est vraiment important que même les plus petites entreprises arrivent à se mettre sur ces canaux importants assez rapidement, parce qu'une fois que la barre a été posée et qu'elle est assez haute, il faut que toutes les entreprises s'y mettent, sinon c'est la déception du consommateur. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance qui rejoint un peu ça, c'est l'arrivée des GAFA sur le terrain du messaging. Donc les GAFA, encore une fois, c'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook, c'est Apple. Toutes ces 4 entreprises... Je ne sais pas comment vous aider, malheureusement. Pardon, ça c'est mon Google Home qui me répond quand je prononce son nom.
je suis désolé. Donc voilà, les GAFA, c'est ces 4 grandes entreprises là. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les 4, pendant l'année 2017, ont fait des annonces qui vont toutes dans le même sens. On a Google qui est en train de développer, pour le moment c'est en bêta déjà aux USA, à mon avis ça va pas tarder en France, qui est en train de développer un système qui permet de faire du messaging directement via la page Google My Business. Donc je sais pas, je suis en train de parler, je suis sur la page d'un cordonnier, d'un cinéma ou peu importe, et je vais pouvoir discuter directement avec cette enseigne business en live, en messaging. Amazon a déjà lancé quelque chose de similaire qui s'appelle Amazon Connect et ils sont en train de développer un deuxième. Facebook, c'est Messenger, c'est WhatsApp et ils ont pas mal parlé cette année de WhatsApp for My Business, qui sera également du Messenger mais plus orienté discussion entreprise-consommateur. Et le dernier que j'ai oublié, c'est Apple. Apple, c'est iMessage for Business. C'est pareil, c'est de nouveau du messaging pour le business. Donc voilà, tous ces grands players se mettent sur ces canaux-là. Donc il n'y a pas photo. S'ils se mettent tous là, c'est qu'il va se passer quelque chose dans les mois à venir. Il faut pas louper le coche, il ne faut surtout pas être le dernier à faire quelque chose de ce côté-là. Donc ça fait 2 tendances. Troisième tendance, c'est les chatbots. On en entend parler en long, en large et en travers depuis des mois. Ma vision là-dessus, c'est qu'on a commencé 2017 en se disant que les chatbots allaient révolutionner le monde, et puis on finit 2017, on commence 2018 avec une vision beaucoup assagie, j'ai envie de dire. J'ai pris le temps d'essayer un petit peu un chatbot moi-même, parce que j'en parle pas mal, et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais créé le mien, et que c'était dommage de parler de choses sans jamais vraiment en avoir fait l'expérience moi-même. Donc j'ai créé mon propre chatbot il y a quelques semaines, et on se rend compte que déjà, il y a beaucoup de technologies sur le marché, donc on ne peut pas comparer des poires et des oranges. Il faut vraiment regarder un peu dans le détail ce dont on parle. Mais les chatbots, c'est la grosse tendance parce que en fait, ça permet de répondre plus vite à un client. Ça permet de résoudre tous les petits problèmes du quotidien quand ils ne sont pas trop complexes assez facilement. Et du coup, ça a deux effets vraiment agréables pour le client. Ça veut dire que je peux contacter l'entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'aurai toujours une réponse. Et ça veut dire que j'aurai une réponse rapide. Je n'aurai pas besoin d'attendre 25 minutes en ligne jusqu'à ce que quelqu'un accepte de me répondre. Du point de vue du client, ça peut être très agréable d'avoir un chatbot. Du point de vue de l'agent de l'entreprise, c'est très agréable aussi parce que ça veut dire que toutes les petites questions simples, qui ne sont pas forcément intéressantes à traiter, parce que je fais que me répéter 20 fois par jour, je m'en occupe plus, c'est le chatbot qui s'en occupe. Moi, je réponds à des questions un peu plus complexes qui font marcher mon intellect. Donc c'est un peu plus motivant et ça m'enlève une charge de travail. Et puis, ça me permet de faire de la qualification. C'est-à-dire que avant que le chatbot me renvoie une conversation, il aura déjà un peu analysé le problème, la question, ce qui se passe. Donc voilà, ça simplifie un peu tout le processus. Là où la magie s'arrête, c'est que le chatbot ne peut pas tout gérer, le chatbot ne peut pas tout comprendre. Donc je travaille avec plusieurs entreprises, type Direct Energy par exemple, qui ont lancé 2 chatbots cette année. Ils en ont lancé un de mémoire pour relever les compteurs et un pour souscrire en ligne. Ce sont des chatbots qui marchent particulièrement bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un périmètre très précis, très bien défini. Le chatbot relever mon compteur, il est là pour relever mon compteur. Si je lui pose des questions sur ce que fait mon voisin, il ne va pas me répondre, il va me dire je vous envoie discuter avec un conseiller. Tant qu'on reste dans le concept périmètre qui a été défini pour un chatbot, il peut se retrouver être particulièrement. Mais il faut juste savoir, faut avoir des attentes réalistes. Donc à mon avis, ça c'est aussi l'une des grosses tendances 2018, c'est la compréhension des limites et de ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a sur le marché. Voilà, je disais 5 tendances, il m'en manque 2. Je dirais que l'autre tendance actuelle, ça va être les CRM. Le CRM, c'est pas nouveau. CRM, c'est pas nouveau du tout, sauf que on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on appelle CRM qui sont pas forcément du CRM, que le CRM ne fait pas tout, que c'est un peu comme le chatbot dans le sens où il a un périmètre bien défini et il est excellent dans son périmètre. Puis dès que ça en sort, il va falloir le connecter à d'autres outils. C'est la grande tendance 2018 aussi, là, c'est se rendre compte que aussi bien du point de vue marketing que du point de vue service client, dans le monde du digital, en règle générale, le CRM doit faire partie d'un écosystème. Il est souvent au cœur d'un écosystème. Mais il va falloir penser à intégrer son CRM, alors que ce soit
soit avec ta base de données, évidemment, que ce soit avec ton site web, ou que ce soit avec une plateforme d'interaction client. Il va falloir en 2018 bien comprendre quelles sont les limites d'un CRM et comment je vais l'intégrer aux autres outils que j'ai dans mon entreprise. Donc par exemple, tout à l'heure je parlais de ce que fait Dimelo, hein. Je te disais une plateforme d'interaction qui permet de connecter tous les différents canaux de la relation client digitale. Voilà, ça très clairement c'est quelque chose qui s'intègre à un CRM parce que le CRM va avoir toute la donnée transactionnelle des clients, tout le profil client, et une plateforme comme Dimelo va pouvoir récupérer les conversations et les passer au CRM, s'enrichir du CRM. Voilà, il y a quelques années on parlait du cloud. Maintenant, plus ou moins tout est dans le cloud d'une manière ou d'une autre déjà aujourd'hui. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on intègre les différentes briques ensemble de manière à ce qu'il n'y ait plus des silos un peu séparés les uns des autres, mais vraiment un ensemble interconnecté qui permette une conversation optimale et automatique. Ok. Donc, oui. Non, je disais, voilà, c'est un peu ce que je vois ce que je vois arriver pour 2018. Alors, du coup, pour rester un peu dans cette idée de tendance, imaginons que je suis une jeune entreprise et je me lance dans le digital. C'est quoi tes conseils pour faire de l'acquisition c'est quel support il faudrait choisir enfin, voilà. Moi, il y a un conseil que je donne toujours à tout le monde, que ce soit une petite entreprise ou une grande, mais c'est d'autant plus vrai pour une petite, c'est il faut absolument commencer par le content marketing, le marketing de contenu. Ouais. C'est la base, et pour de multiples raisons. Déjà, le marketing de contenu, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, parce que il suffit pas de mettre de l'argent sur la table pour que ça fonctionne. D'ailleurs, mettre de l'argent sur la table n'est en général fait sur l'efficacité du marketing de contenu. Et dans tous les cas, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le génie de celui qui écrit, le marketing de contenu, ça ne va pas fonctionner les 6 premiers mois, ça ne va pas fonctionner la première année, ça va prendre beaucoup de temps à se mettre en place. Mais c'est la première chose que je conseille toujours à tout le monde, parce que d'une part, c'est la seule stratégie de long terme. C'est-à-dire ce que tu écris aujourd'hui va avoir un impact d'une manière ou d'une autre sur ton business dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Le marketing de contenu, c'est une stratégie qui vise à créer des briques et les poser les unes sur les autres. Des briques de contenu, qu'on parle de blog, qu'on parle d'articles en général, qu'on parle d'infographiques, etc. Peu importe, on crée du contenu qui s'accumule, du contenu de qualité, j'entends, et qui va avoir un impact sur le long terme. Maintenant, le deuxième avantage énorme du marketing de contenu, c'est que ça force à se tenir au courant de son marché. On ne peut pas trouver une nouvelle idée tous les 4 matins, écrire un nouvel article, parler d'un nouveau sujet, sans forcément lire la presse, lire ce que nos pairs peuvent dire dans la même industrie, voir un petit peu ce qui se passe, faire des recherches. Donc, le marketing de contenu, c'est pas seulement bon d'un point de vue promotionnel, d'un point de vue stratégie long terme, mais c'est aussi essentiel parce que ça force à se tenir au courant, à savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier conseil que je donne à qui que ce soit un entrepreneur sans un sou en poche ou une grosse entreprise qui se lance sur un nouveau marché. Il faut commencer par là. Maintenant, il faut être réaliste, c'est pas suffisant. Parce que comme je le disais, le marketing de contenu, c'est 6 mois à 1 an avant de commencer à voir les résultats. Et ça, quelle que soit la qualité du contenu. Donc à côté de ça, il faut penser à d'autres stratégies. Et là, ça dépend vraiment de l'industrie, ça dépend est-ce qu'on parle en B2B, en B2C, est-ce qu'on a des moyens ou est-ce qu'on n'a pas de moyens. Moi, dans mon entreprise que j'ai lancée en Asie, dans l'industrie événementielle, très clairement, j'avais pas de moyens. Donc j'ai dû mettre en place une 30aine de stratégies et le but du jeu, c'était chaque semaine, je lance 2 nouvelles stratégies. Sans budget, je travaille sur 2 nouvelles et à la fin de la semaine, je regarde ce qui commence à montrer des résultats force, qui ne montre pas de résultats, je coupe, je laisse tomber et on passe à la suite. Et toutes les semaines, on essaie 2 nouvelles choses et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de choses qui s'accumulent, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas et on n'arrête pas de couper, on n'arrête pas d'améliorer, on n'arrête pas d'essayer de nouvelles choses, mais surtout pas se lancer sur les 3 grandes tendances de l'année et s'arrêter là parce que chaque entreprise est unique. Donc ça peut être du inbound, ça peut être de l'outbound, ça peut être la création de landing page, ça peut être du street marketing, des choses comme se rendre dans la rue et distribuer des flyers. Si c'est un business local, pourquoi pas, ça peut marcher.
Enfin voilà, il y a plein de choses à tester. Le but du jeu, c'est vraiment pas s'arrêter, tester un maximum de choses et voir à quel moment la sauce va prendre. Ok. Petite question quand tu m'as contacté cette semaine pour un livre blanc Oui. que tu vas sortir début de l'année prochaine. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Est-ce que tu peux teaser? Parce que je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs. Alors, Voilà. oui, bien sûr. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, ma stratégie pour mon blog en particulier, c'est je pars du principe très simple que j'ai pas la science infuse et que deux cerveaux valent mieux qu'un. Donc, depuis un an et demi, tous les articles que j'écris, je me mets toujours en équipe avec une autre personne qui va mieux savoir que moi. Tu l'as vu avec mon parcours, j'ai une expertise assez large dans pas mal de sujets, mais quand tu es bon dans plein de sujets, ça veut dire que tu n'es pas excellent dans aucun d'entre eux. Donc j'aime bien toujours me mettre avec quelqu'un qui va être meilleur que moi dans un sujet en particulier. D'ailleurs, c'est pour ça que toi et moi, on a écrit un article il y a quelques mois maintenant. Et je fais cet exercice régulièrement. Donc 2018, on y arrive. Et il y a plein de grandes tendances de la relation client, il y a plein de choses à mettre en place. L'évolution technologique, elle est de plus en plus rapide. C'est vraiment difficile de rester à la pointe. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place dès janvier 2018 si on ne veut pas se retrouver en queue du peloton dès février. Donc pour parvenir à ça, j'ai demandé à une dizaine d'experts de divers horizons. J'ai demandé à des experts plus orientés marketing, j'ai demandé à des experts plus orientés relations clients, j'ai demandé à des experts plus orientés expérience client, pardon. Et j'ai demandé à des experts français, mais aussi à des Américains, à des Asiatiques, etc., pour voir un peu tout ce qui se passe dans le monde de la relation client. Et je leur ai demandé à tous de me donner 2 astuces, les meilleures astuces qu'ils aient pour une relation client exceptionnelle en 2018. Et donc dans les 3 semaines qui viennent, là, on va sortir ce petit livre blanc qui sera totalement gratuit et qui visera à partager les meilleurs conseils à travers le monde pour bien commencer 2018 avec une relation client digitale optimale. Bon, super. Bon, en tout cas, ça donne envie de le lire. Donc, j'attends avec impatience qu'il sorte parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre de la part d'autres experts. Donc, c'est une très bonne idée. Pour finir l'épisode, j'aimerais te demander, maintenant que tu es rentré en France, qu'est-ce qui te manque par rapport à la Chine? Parce qu'il y a des choses parce que comme tu as passé beaucoup de temps, enfin en tout cas à Hong Kong, tu as dû aussi voyager, mais avec ton retour en France, alors je sais pas ça fait combien de temps que tu es rentré, mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui te manquent en Chine? Alors, ça fait à peu près 6 mois que je suis rentré. Okay. Mais en fait, ce qui me manque le plus, c'est assez paradoxal, ce qui me manque le plus par rapport à l'Asie vient des mêmes choses que j'apprécie particulièrement en France. Sur le territoire français, on a une espèce de douceur de vivre dont on ne se rend pas du tout compte. Je vois les gens autour de moi souvent râler, ils sont trop stressés, ils sont en burn-out, etc. Je crois qu'ils n'ont pas idée des rythmes qu'on a, des rythmes de travail qu'on a en Asie. Ce que j'apprécie en Asie, c'est que c'est d'une rapidité, c'est d'une efficacité. On ne compte pas ses heures, par contre, on finit régulièrement à 21h, 22h. On travaille les week-ends, les vacances, on avait 7 jours de vacances par an. Donc autant dire que c'est des rythmes très, très, très soutenus, très complexes, difficiles à tenir. Mais du coup, qui donnent une énergie, qui rendent le travail très intéressant. On lance un projet, 3 jours après, il est sur le marché. C'est pas on lance un projet et puis dans 3 mois, on voit si on commence à le mettre en place ou pas. Donc voilà, il y a une espèce de dynamisme vraiment excitant. Maintenant, on peut pas tout avoir et vivre en France, c'est tellement agréable d'avoir des journées plus courtes, des environnements moins stressants, de pouvoir profiter un petit peu de sa vie à côté du travail, parce que l'air de rien, il n'y a pas que le travail. Voilà, faut faire la part des choses. C'est le côté un peu excitant et dynamique me manque, honnêtement, mais ce que je récupère en échange vaut clairement le coup de toute manière. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pigouret. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.